Depuis des dizaines d'années, Jean-Louis Pérignac, qui fut kinésithérapeute dans la vallée de la Gervanne, dans la Drôme, travaille le bois. Il a acquis en cette matière une incroyable maîtrise. Tous les meubles, toutes les décorations que l'on peut voir chez lui sont le résultat d'heures et d'heures passées à travailler tel ou tel bois. Et, à force d'apprendre les réactions de cette matière qui semble pourtant inerte, il en a acquis une grande patience et, finalement, une grande sagesse. J'ai fait du travail manuel quand même avant un petit peu, en particulier au niveau de la maçonnerie et tout ça, qui m'a permis d'être un petit peu moins maladroit au départ, quoi. Et puis après on progresse très progressivement, très lentement. On fait des bêtises, on dit tiens j'ai fait cette bêtise là mais j'essaierai de ne plus la refaire demain, si possible. Et puis un beau jour on dit oui ça commence à avoir à peu près une bonne forme. Mais vous avez pris des cours Non, pas du tout, pas du tout. J'ai écouté non seulement René Bouvard, mais aussi bien n'importe qui chez qui j'allais. On parlait, je les interrogeais sur leur métier, et en définitive, on apprend énormément de choses en écoutant parler les gens. On écoute les gens ont besoin d'être écoutés. C'est très important. La plupart du temps, les gens qui ont des problèmes, c'est parce ils ont l'impression de ne servir à rien. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas leur utilité. Et à ce moment-là, ça devient très dramatique. C'est surtout quelquefois des choses qui se passent à la retraite, quand les gens se retrouvent en dehors de leur métier où ils étaient bons. Et là, il se dit, à quoi je sers sur Terre? Des fois, c'est une chose très importante. Vous êtes un sage. Vous êtes un sage. Oui. C'est mieux que quelqu'un le dise. Il faut jamais dire soi-même que l'on est un sage. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le dise, sinon ça n'a pas une valeur extraordinaire. C'est Saint Paul qui a dit ça, hein. Mais enfin bon, c'était valable aussi de son temps. Bon, alors là vous êtes dans un endroit un tout petit peu avec, bon, de l'histoire, c'est de l'histoire, la petite histoire quand même, hein, c'est pas de l'histoire avec les rois, mais tout le monde sait dans la région qu'il y a eu un soulèvement en 1851 lors du coup d'État de Napoléon III. Il y a eu obligatoirement une recherche des fauteurs de troubles qui a été assez importante. Ça s'est terminé en prison pour beaucoup, ou alors ils ont été envoyés dans des colonies ou dans des endroits plus ou moins dangereux. Et là, normalement, le propriétaire de cette maison à ce moment-là avait participé, avait peur après d'être quand même arrêté par les gendarmes. Et d'ici, il voyait très nettement la route qui vient de Cré, et ça lui permettait, quand les gendarmes arrivaient de la route de Cré, il se mettait dans cette espèce de petit, comment on pourrait, c'est pas un souterrain quand même, mais c'est une partie qui va sous la route un petit peu, et qui permet de se cacher, surtout si on met quelque chose, on peut mettre quelque chose devant. Vous voyez, on voit très nettement là. Et essayez, vous pouvez rentrer un peu à l'intérieur là.
Là donc là, il y avait une cheminée qui permettait de chauffer ces deux pièces. Il y avait deux pièces. D'ailleurs, ça fait 45 mètres carrés, donc ça, deux pièces, 20, 25, 22 mètres carrés, c'est assez plausible. Et il y avait à côté également ce qu'on appelait autrefois, ce qu'on appelle toujours le potager, ce qui permettait de faire cuire certaines choses sur la braise. Par rapport à la cheminée, la cheminée, elle, servait pour tout ce qui était à bouillir. Ouais, on voit très nettement là. C'est ça le potager. Et donc, autant il y avait de foyers dans un endroit, autant il y avait de potagers. Donc ici, il y a eu jusqu'à 3 ménages. Ça vous a demandé un travail phénoménal, j'imagine. Oui, ça va relativement vite quand même, hein, ça. Une fois qu'on a pris le coup, ce n'est pas quelque chose de très complexe quand même à faire. Hein. Le plus long, peut-être, c'est pour les dessiner, et on dessine à main levée, bien sûr, et il faut quand même que ça ne soit pas trop irrégulier quand même. Hein. Il faut pas dire, comme on a dit pendant un certain temps, ça fait rustique parce que c'est pas bien fini. Non, c'est quelque chose qu'il faut totalement enlever de notre histoire, ça, de nos mémoires. Il n'y a pas de doute. Donc ça peut se faire assez vite, une fois qu'on a les bons outils. Et après, bon, il y a le ponçage qui est un peu long. Voilà. Et tout ça, c'est fait à peu près sur le même modèle, c'est-à-dire un modèle qui était assez répandu dans la région. C'est une imitation un peu soit du style Louis XV, soit du style Louis XIV, qui était très à la mode dans les petites, comme on pourrait dire, les petites ébénisteries locales. Ils se sont beaucoup appuyés sur ce style-là. Mais alors, est-ce que vous avez une sorte de recueil de dessins, des modèles? Oui. J'ai été obligé d'acheter, et j'ai relu tout un tas de mensuels comme Art et Décoration, et puis des bouquins qui sont... attends, où est-ce qu'ils sont ces bouquins? Voilà. Comment reconnaître les sites d'immobilier régional, par exemple. Hein? Hop là. Voilà, comment reconnaître les sites d'immobilier régional. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir tout un tas de choses très variées suivant les régions de France. Il n'y a rien à voir entre un meuble qui venait de la Bresse ou un meuble qui venait de la Charente-Maritime, par exemple, ou de la Charente. Hein. Ce sont des mondes totalement différents. Et pourquoi? Ça veut dire qu'il y avait des artisans qui ont imposé leur style? Oui, c'est une bonne question, comme on dit dans les interviews. Une très bonne question. Pourquoi? D'abord, il y avait la question de bois. Hein? On ne peut pas faire le même genre de meubles si vous travaillez avec du noyer ou avec du chêne. Alors si vous ne travaillez comme dans certaines régions où il n'y a ni noyer ni chêne, le châtaignier par exemple se travaille, mais pas de la même façon, c'est beaucoup plus complexe, quoi. Par exemple en Savoie et Haute-Savoie, ils n'avaient ni noyer ni chêne souvent, ils travaillaient avec des bois qui n'étaient pas faciles à travailler, qui étaient plus grossiers. On ne pouvait pas faire des choses très complexes, des choses très fines. Voilà. C'était pas possible. Il fallait rester dans des choses... ça, à la rigueur, ça peut se faire. Ce genre de choses peut se faire avec des bois qui ne sont pas ce qu'on appelle les bois nobles, quoi. Hein, ouais. C'est quoi les bois nobles? C'est quoi la catégorie des bois nobles? C'est essentiellement le noyer, le merisier. Hein. Le merisier, autrefois, ça avait beaucoup à faire des tables. Les tables en merisier étaient très renommées. Merisier, cerisier, et puis le chêne. Dans certaines régions, on faisait beaucoup avec du chêne.
Autrefois, les gens avaient une espèce de, comment on pourrait dire, d'amour de leurs outils, tels qu'ils faisaient des outils qui étaient véritablement, par eux-mêmes, des œuvres d'art, des outils, hein, par le reste. Hein. Le reste, ils étaient capables de le faire, mais ils étaient capables de faire des outils qui étaient des œuvres d'art. Les cheminées, autrefois, avaient une importance capitale. Pourquoi on appelait une maison un foyer? Par exemple, hein. Un foyer, ça veut tout dire, hein, quoi. Il n'y a pas de doute. Et ça, donc cette cheminée, elle existait déjà, mais je lui ai juste redonné un tout petit peu de profondeur. Et refait la haute, et puis alors refait surtout un linteau qui est fait comme un chapeau de gendarme. Ouais. Alors que d'habitude, les cheminées sont toujours avec des dessus parfaitement plats. Ouais. Mais ça venait donc que j'avais ça. Et on l'a travaillé à l'herminette. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je ne sais pas ce que c'est. L'herminette, c'était une espèce de EH, si on veut, mais au lieu d'être avec tranchant, c'est recourbé. Donc on ne peut enlever qu'un tout petit peu de bois, et en même temps que l'on tape sur le bois, on durcit la partie qui est autour, oui, avec le choc. C'est tout l'herminette là. Tac, tac, hop, hop, là, là, là. C'est tout à fait caractéristique. Hein. On voit très nettement que ce n'est pas fait avec un outil plat, hein, un outil recourbé. Ben, il faut aimer, quoi. Il faut avoir la patience. Ne pas, moi je le disais souvent, surtout ne pas dire « ce soir je dois avoir terminé cette rosace, ce soir je dois avoir terminé ça ». Parce que là on commence à aller trop vite. Et on fait des bêtises. C'est terrible quand on a travaillé pendant 30 heures sur un morceau de bois et qu'au dernier moment, on fait une bêtise telle qu'on est obligé de le jeter. Ça, c'est... Alors, vous voyez, toutes ces poutres-là, alors c'est là où on voit la différence. C'est que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poutres. Étaient toutes des poutres en chaîne de pays extrêmement compactes. Très, très compactes. Et vous voyez, les gens m'ont dit, en voyant ça, parce qu'elles avaient évidemment souffert quand même des années, des centaines d'années, hein, et m'ont dit, il faut que tu enlèves tes poutres là. J'ai dit, non mais attendez, je vais d'abord enlever la petite couche là, qui est un peu abîmée, et en dessous, vous voyez dans quelle beauté sont ces poutres. Alors que là-bas, tout à fait au fond, je ne sais pas si on voit, tout à fait au fond, il y avait des poutres en papier. Puis là, il a fallu les changer, carrément, quoi. Tandis que ces poutres-là, je suis prêt à parier que dans 300 ans, elles seront encore impeccables. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, on monte un escalier qui a été fait avec des planches qui ont été sauvées par miracle. Et lorsque les Allemands ont brûlé Beaufort en représailles, en repartant, ils sont passés obligatoirement par là. Et
Comme ils étaient un petit peu pressés, peut-être qu'ils avaient un petit peu peur aussi qu'il y ait des terroristes dans le secteur, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont balancé à travers la fenêtre des grenades incendiaires à l'intérieur, ici. Et ces grenades incendiaires arrivant sur des planches en chaîne de pays très compactes, très épaisses, eh ben, n'ont pas mis le feu, n'ont pas réussi à mettre le feu à la maison. Sinon, cette maison-là, eh bien, elle serait détruite complètement. Alors ça, c'était une fenière autrefois, et qui servait donc de fenière au moment des foins, et qui après servait pour le verre à soie. On mettait les graines de verre à soie ici dans les petites niches où j'ai fait des portes, des petites portes là, partout. Et après, eh ben, les verres à soie étaient là quand il commence à faire chaud, et on leur mettait s'il faisait trop froid. Il y avait deux cheminées, oui, de verre à soie, une qui était de là et l'autre qui était là-bas. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas trouver le bois que vous voulez trouver, le bois qui ferait l'affaire, quoi, tout simplement? Je ne suis pas tellement difficile, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se retrouve avec du noyer qui n'a pas de texture. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de texture, ça veut dire qu'il a poussé trop vite avec de l'eau en pagaille, et qui n'a pas souffert. C'est valable pour nous aussi, non? Il n'a pas souffert, donc il est incolore, inodore et sans saveur. Pour qu'un bois soit bon, il faut qu'il ait souffert. Ah, il faut qu'il ait souffert, qu'il ait un terrain qui lui plaît modérément, qu'il en ait bavé un petit peu, oui, c'est certainement. Bon, y a des gens aussi qui sont incolores, inodores et sans saveur, hein. Ça existe, comme on disait par là. Mais vous avez été un peu un écolo avant l'heure. Il y a 50 ans que je suis écologiste, et je suis désolé de ne pas avoir mieux réussi à faire barrage à ce qu'on a fait là. Même à Beaufort. Là, je me suis battu pour certaines choses. Je n'ai pas réussi. C'était un échec total. C'est vrai. C'était pour les bois qui étaient là-bas le long de la Gervanne. Par exemple. Mais j'ai été un adversaire de remembrement. Une fois qu'il a été fait, j'ai dit, mais c'est un massacre ce qu'on a fait là. Un véritable massacre en France. Une chose épouvantable. Ça, depuis le début, je l'ai dit. Oui, il y a des choses. Par exemple, on avait des haies sur le long d'un champ qui abritaient tout un tas d'insectes pollinisateurs, d'oiseaux et des insectes pollinisateurs. Et effectivement, les gens n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez. Ils ont vu qu'une petite bande au bord de la haie était un peu moins vivace parce que les arbres buvaient. Bon, d'accord. De l'autre côté non plus, c'était pareil. Mais au milieu, la pollinisation étant bien meilleure avec les insectes,
ça compensait très largement cette petite partie qui avait un peu moins de produit. Et ils ne voyaient que ça. Alors de côté, ça y est là, elle m'a bouffé tout ce mal. Non. Non.